mission en qualité de président de la 70e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies et saluer aussi le travail remarquable abattu par votre prédécesseur, l'ambassadeur Peter Thompson, qui me soit également permis de rendre un hommage vibrant au secrétaire général de l'Organisation commune, mon cher ami Antonio Guterres, pour son leadership, sa vision et son engagement en faveur des valeurs qui nous sont communes, des principes et des buts des Nations unies. Monsieur le Président, le Mali se réjouit du choix du thème de la présente session intitulée « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». Ce thème est à la fois pertinent et d'une brûlante actualité dans un monde confronté aux multiples défis posés à la paix, à la sécurité et aux efforts si importants visant l'amélioration des conditions de vie de nos populations. En effet, la plus haute priorité actuelle de nos efforts communs ne vise-t-elle pas la préservation de notre planète, bien sûr, dans notre intérêt bien compris, mais plus urgent encore dans l'intérêt de nos relations futures. Face à ces multiples défis, qui n'épargnent personne, pas mon pays, en tout cas le Mali, je n'ai cessé depuis ma prise de fonction en qualité de chef d'État de m'investir pour porter rapidement la paix et la sécurité à mon peuple à un niveau acceptable, pour créer les conditions véritables d'une vie décente au bénéfice des populations maliennes et pour améliorer notre cadre de vie, notre environnement. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que dès mon élection, en août 2013, je me suis attelé fermement à la recherche d'une solution politique négociée à la dimension interne de la crise malienne. De fait, après 8 mois de négociations âpres, déterminées, en Alger, dont je voudrais dire encore une fois combien nous sommes redevables à nos frères algériens, en particulier au président Abdelaziz Bouteflika, de l'accueil et de l'hospitalité que nous avons reçu dans cette charmante ville blanche, l'accord pour la paix et la réconciliation a été conclu. Aujourd'hui, le Mali se réjouit des conditions créées ainsi pour son futur. Le premier mérite du dit accord aura assurément été de ramener immédiatement la confiance entre les parties maliennes. Plus de belligérance. Avec la mise en œuvre de l'accord, la situation générale du pays a connu des progrès fort appréciables. Je me permettrai ici de faire l'économie d'une longue liste de mesures prises et des actions concrètes engagées par le gouvernement du Mali pour la mise en œuvre de l'accord, dans le respect strict de la lettre et de l'engagement que nous avons contracté. À titre d'exemple, je voudrais simplement indiquer qu'à la date d'aujourd'hui, ce qu'on appelle au Mali les autorités intérimaires, les collèges transitoires, 2 éléments clés de l'accord pour la paix et la réconciliation sont opérationnels dans la région du nord du Mali, les 5 régions. Dans la même veine, je voudrais me réjouir ici, particulièrement de la dynamique actuelle qui vise le retour définitif de l'administration malienne à Kidal. Cette heureuse perspective a été rendue possible grâce aux efforts conduits par les Maliens eux-mêmes, avec la facilitation de la médiation internationale et l'appui de l'aménagement. La médiation internationale de stabilisation des Nations Unies au Mali. Parallèlement, le gouvernement, sous mon autorité, travaille à stabiliser la situation sécuritaire dans la région du centre du pays, chose aujourd'hui qui est une grande préoccupation pour nous et l'ensemble de notre pays. Il s'agit d'une situation particulière devenue aiguë et urgente, postérieure aux décisions d'Alger, c'est-à-dire un nouveau front à sécuriser et à pacifier. Ainsi, des mesures importantes ont été prises, dont la mise en œuvre est en cours aujourd'hui avec des résultats fort encourageants. Ces résultats attestent indubitablement de la volonté commune des Maliens et des Maliennes à aller à la paix, à se réconcilier et à recréer les conditions véritables d'un bon vivre ensemble. Nous devons aussi ces résultats au soutien multiforme des hommes et des femmes
du système des Nations Unies au Mali. Le système des Nations Unies au Mali qui a payé le prix fort. Rarement, l'opération de maintien de la paix aura été aussi ensanglantée. C'est pourquoi je tiens ici à saluer le travail remarquable du personnel civil et militaire de la MINUSMA, qui travaille dans des conditions que je sais difficiles, voire souvent périlleuses. Du haut de cette tribune, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes, aussi bien civiles que militaires, victimes nationales et étrangères, tombées sur le champ d'honneur au Mali. La mise en œuvre de l'accord a connu de nombreux obstacles qui ont conduit à de longs délais et à la manifestation souvent d'attermoiements et de lenteur. Toutes choses qui ont généré une immense impatience au niveau de l'opinion internationale et de la communauté internationale. C'est le lieu d'exprimer ici notre profonde reconnaissance au Conseil de sécurité pour l'adoption de la résolution 2364-2017 renouvelant le mandat de la MINUSMA. De plus, je me réjouis également particulièrement de l'adoption le 5 septembre 2017 de la résolution 2374-2017 instaurant le cadre juridique d'un régime de sanctions contre les auteurs d'actes entravant la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ces deux résolutions visent la résolution efficace des types de difficultés tout en la mise en œuvre de l'accord. Elles traduisent également la détermination ferme de mon gouvernement de poursuivre inlassablement ses efforts politiques et institutionnels pour une conduite ferme et diligente des processus liés à l'activité de l'accord, à l'effectivité de l'accord. Monsieur le Président, la détérioration de la situation sécuritaire au Mali a eu un impact négatif sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. En effet, l'insécurité au Sahel, au Mali et au Sahel constitue une source de grande préoccupation pour mon pays et pour nos pays voisins. Cette situation représente à tous égards une menace réelle pour la paix et la sécurité internationale. Elle est marquée par le terrorisme, l'extrémisme violent et autres formes de crimes transnationaux organisés, y compris le trafic de drogue, d'armes et de personnes, d'êtres humains. Ces groupes de crimes organisés essaiment le Sahel. Ils disposent de moyens matériels, financiers, logistiques importants et représentent de graves défis pour les institutions et organisations opérationnelles individuelles de chacun de nos États. Ils sèment la mort lors de leurs attaques criminelles et asymétriques, poussant leurs actions dans la conquête de l'espace partiellement soustraits à la souveraineté de nos États. Ils se permettent également d'entretenir et d'étendre leurs activités criminelles, menaçant gravement les fondements, voire même l'existence de nos États. Aucun pays ne saurait à lui tout seul faire face à ces menaces transfrontalières. C'est tout le sens de la création du G5 Sahel par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, pour relever ensemble des défis qui nous sont communs, liés à la sécurité et au développement de nos pays. Dès sa création, en février 2014, à nos jours, notre organisation commune, dont nous avons le privilège d'être le président en exercice aujourd'hui, pour la période 2017-2018, a réalisé d'immenses progrès. Elle a notamment mis en place ce que nous appelons la force conjointe du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme, le crime transnational organisé et le trafic de migrants. L'adoption de la résolution 2359-2017 du Conseil de sécurité est certes une étape importante, mais nous aurions souhaité qu'elle le fût sous le chapitre 7 qui lui garantirait un financement prévisible et durable, y compris à travers les Nations Unies, conformément à la décision du Conseil de sécurité et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine du 13 avril 2017. La force conjointe du G5 Sahel participe de la volonté commune de nos États de s'investir ensemble dans la sécurisation et le développement de notre espace commun, avec le soutien de nos partenaires que je salue ici pour leur constante sollicitude à nos côtés. Aujourd'hui, nous travaillons sans relâche à l'opérationnalisation et au fonctionnement efficient de cette force
avec l'appui ô combien apprécié des pays amis et d'organisations partenaires. Les premières opérations de la force conjointe débuteront, nous l'espérons, ce mois d'octobre 2017. Je puis vous assurer que ces opérations seront conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. À cet égard, un dispositif civil sera déployé au sein de la force pour veiller à cette dimension qui nous tient à cœur, car le succès de la force repose sur l'adhésion pleine et constante de la population. Cependant, je voudrais appeler votre attention sur quelques défis qui jalonnent l'opérationnalisation et le maintien de la force. Au nombre de ces défis figure en bonne place la mobilisation du financement intégral de la force. C'est donc l'occasion pour moi d'inviter tous les pays amis et les organisations internationales partenaires à la conférence internationale de planification des contributions à la force, laquelle est prévue comme devant se tenir le 16 décembre 2017 à Bruxelles. Je voudrais donner l'assurance que les ressources allouées à cette force seront gérées avec une totale transparence. De plus, nous restons ouverts à tout appui de nos partenaires à assurer une meilleure gestion des ressources de la dite force. Voudrais-je également ajouter, chers amis, les organisations internationales qui sont prêtes à nous soutenir, que cette force conjointe est d'utilité publique avérée. Nous sommes un espace de passage aujourd'hui, mais la bataille que nous conduisons dans le Sahel est une digue aujourd'hui. Si, par malheur, cette digue devait céder, ce serait un malheur pour l'ensemble du monde civilisé, du monde qui partage nos valeurs. C'est pour cela que dans le domaine de l'équipement des bataillons, du renforcement des capacités logistiques, ainsi que celui des secteurs de la communication, l'évacuation médicale d'urgence et la lutte contre les derniers explosifs improvisés, qu'on appelle les EEI, nous avons besoin de votre aide. Parallèlement au volet sécuritaire, le G5 Sahel accorde une grande priorité aux questions de développement, de résilience des populations, de gouvernance, d'emploi décent pour la jeunesse de nos pays, etc. C'est le lieu de vous inviter, communauté internationale, pour un accompagnement du programme d'investissement prioritaire que nous appelons PIP, Programme d'investissement prioritaire. Monsieur le Président, la mise en œuvre des objectifs du développement durable, ODD, demeure une priorité pour le Mali. Dans ce contexte, le gouvernement a adopté en 2016 le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED, pour la période 2016-2018, dont l'objectif global est de promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d'atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Le cadre macroéconomique de notre pays a été assaini. De nombreux indicateurs montrent des évolutions encourageantes, notamment un taux de croissance économique robuste, avec une moyenne annuelle de l'ordre de 6% et une amélioration substantielle du climat des affaires, tel que constaté par notre Union, l'UEMOA. Dans un tel contexte, le Mali organisera les 7 et 8 décembre 2017 à Bamako le forum Invest in Mali. Et nous invitons les pays amis et les organisations internationales à venir faire le pari du Mali. Monsieur le Président, chers amis, pays sahélien à vocation agro-silvopastorale, le Mali demeure fortement préoccupé par le changement climatique qui constitue l'un des défis majeurs pour la survie et le développement de l'humanité. C'est pourquoi je voudrais réaffirmer ici l'attachement du Mali à la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix, de l'accord de Paris sur le climat dont nous sommes partis, à laquelle nous sommes partis. À cet égard, la communauté internationale doit rester mobilisée pour sa mise en œuvre afin de préserver l'écosystème pour les générations présentes et futures. Monsieur le Président, le monde continue de faire face à de nombreux défis de santé publique comme le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, l'Ebola. Tout en saluant les progrès dans la lutte contre ces pandémies, il nous faut renforcer la mobilisation internationale pour atteindre l'objectif commun d'éradication de ces maladies. Il nous faut redoubler de vigilance, d'efforts pour mettre en œuvre, notamment la déclaration politique sur l'élimination du sida à l'horizon 2030, que nous,
dirigeants du monde, avions adoptés à New York, ici en juin 2016. S'agissant des questions de migration, le Mali appuie pleinement le processus en cours au sein de notre convention commune des Nations Unies visant à l'adoption en 2018 d'un pacte mondial pour les migrations sûres, régulières et ordonnées. Il nous faut trouver collectivement des solutions idoines à la tragédie humaine dans la Méditerranée et dans le désert qui ne laisse aucune conscience humaine indifférente avec ces milliers de morts, y compris des femmes et des enfants. Ces cimetières marins sont un scandale du XXIe siècle et cela doit cesser. Le Mali se trouve être à la fois pays de départ et de transit et de destination des migrants. Aussi, nous sommes dotés d'une politique nationale de la migration qu'on appelle la PONAM, en vue d'un meilleur encadrement de la migration. Le Mali a également mis en place des mécanismes nationaux pour une meilleure gestion des questions migratoires. Je salue ici la contribution substantielle de la diaspora malienne au développement économique, scientifique, culturel et social du Mali. Oui, cette diaspora constitue à la fois notre fierté et notre richesse. Monsieur le Président, le peuple et le gouvernement du Mali demeurent très attentifs à la situation en Afrique et dans le reste du monde. Ainsi sommes-nous préoccupés par la situation en Libye, qui continue d'impacter négativement la région du Sahel, et nous appelons l'ensemble des parties prenantes libyennes à privilégier la recherche de solutions pacifiques en vue du règlement durable de la crise. Le Mali est également attentif à la situation qui prévaut au Moyen-Orient, en particulier l'impasse dans les régions des négociations du conflit israélo-palestinien. Le Mali réaffirme son soutien au peuple palestinien frère pour sa lutte légitime pour recouvrer ses droits inaliénables et appelle à la prise de négociations en vue d'une solution à deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité dans un Moyen-Orient apaisé. De même, nous sommes inquiets par la montée sans précédent du terrorisme, de l'extrémisme violent et de l'intolérance religieuse dans le monde. Pour contenir ces maladies, ces menaces mondiales, qui n'épargnent aucun pays, il nous faut renforcer la coopération internationale et régionale, favoriser un dialogue fécond et permanent et lutter contre les vulnérabilités qui exposent nos communautés à l'idéologie extrémiste. Le Mali se réjouit également, chers amis, des succès enregistrés dans la lutte contre les organisations terroristes de par le monde entier et lance un appel pressant à plus de coopération et de coordination dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Monsieur le Président, la réalité et les exigences du monde actuel nous commandent d'adapter la gouvernance mondiale aux défis du moment. La revitalisation de l'Assemblée générale et la réforme tant attendue du Conseil de sécurité deviennent de plus en plus incontournables si nous voulons une organisation des Nations Unies capable de répondre efficacement aux attentes légitimes de toutes les nations. Cela a été dit aujourd'hui ici à satiété. Le Mali réaffirme pour sa part l'attachement à la position commune africaine des Nations et sur la réforme du Conseil de sécurité. Au demeurant, nous exprimons notre préoccupation face à la tendance actuelle à la réduction du budget des opérations de maintien de paix dans le temps même où ces opérations-là deviennent cruciales et importantes en volume. Chers amis, je voudrais également réitérer l'appel du gouvernement du Mali en faveur de la nécessaire adaptation des dites opérations de maintien de la paix à l'évolution vertigineuse qu'a connue le chapitre maintien de la paix, menace mondiale. Ainsi, nous pensons qu'aujourd'hui, l'appel que nous avons lancé tout à l'heure pour l'appui à notre organisation commune régionale G5 Sahel doit être répercuté
pour qu'une opération vigoureuse de soutien au G5 Sahel conduise à l'effectivité de la tenue des promesses de financement qui nous ont été faites. Car malheureusement et hélas, bien souvent, cela n'aboutit qu'à des effets d'annonce dans le temps même où ces opérations-là s'avèrent indispensables et urgentes pour le bonheur des populations qui sont sous la menace permanente de groupes divers qui écument notre grande région du Sahel. Chers amis, permettez également que je vous dise, aujourd'hui, notre population est forte face à la tendance, je l'ai dit, de la réduction du budget des Nations Unies. Heureusement, chacun d'entre nous a été un peu apaisé aujourd'hui par certaines interventions fortes qui ont été faites et qui nous ont rassurés. Nous avons la responsabilité collective de faire la paix et d'assurer la sécurité dans le monde. Nous avons la responsabilité collective de ne laisser personne en marge et de créer les conditions d'un développement inclusif pour nos populations. Nous avons la responsabilité collective de sauver et de préserver notre environnement et notre planète commune. Par ma voix, le Mali s'engage à jouer pleinement sa partition dans cette œuvre collective de construction d'un monde meilleur pour tous. Merci pour votre attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Mali pour son allocution. Je demande aux représentants de bien vouloir rester à leur siège alors que nous prenons congé du chef d'État. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, prince souverain de Monaco. Je demande aux représentants du protocole de bien vouloir accompagner Son Altesse. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à Son Altesse Sérénissime le prince Albert II, prince souverain de Monaco. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je tiens en premier lieu à vous dire, Monsieur le Président, combien je suis heureux de vous voir conduire les travaux de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un vœu de succès vous accompagne dans cette importante et délicate charge au service de la communauté internationale. Sachez que je garde un excellent souvenir de la visite officielle que j'ai effectuée en Slovaquie en mai dernier. À cette occasion, j'ai pu apprécier votre action et consolider les bonnes relations entre nos deux États. La paix doit être notre but et notre guide. Mais sans un environnement sain, nous ne pouvons mettre fin à la pauvreté et construire la prospérité. Ce sont vos propres mots, Monsieur le Secrétaire général, et l'actualité leur donne une résonance particulière. Force est de constater que la menace d'une escalade nucléaire en Asie n'a jamais été aussi grande, et cette perspective ne peut laisser aucun dirigeant indifférent. Conformément à ses obligations, Monaco se soumet aux résolutions du Conseil de sécurité adoptées sous le chapitre 7 de la Charte. Respecter les engagements qui sont ceux de chaque État membre est primordial. Aussi refusons-nous d'être les témoins impuissants de postures injustifiables qui font peser sur tous nos États un grave danger. Nous condamnons l'irresponsabilité de ceux qui exposent l'humanité à une catastrophe irréversible. Conscient de l'importance de la coopération entre l'ONU et les organisations régionales,